Pour notre série de vidéos pour le module de psychiatrie, je continue avec le cours des troubles conversifs, appelés aussi hystérie. Voilà, donc pour introduire mon cours, actuellement on va utiliser le terme d'hystérie, mais auparavant on parlait de troubles dissociatifs, des troubles dissociatifs de l'identité, ce qu'on appelle aussi la TDI, l'amnésie dissociative, les troubles somatoformes, les troubles conversifs et tout. Donc là, juste une petite pause. Je voulais vous conseiller les vidéos sur les troubles dissociatifs de l'identité, sur la schizophrénie, sur les troubles bipolaires, donc toutes ces maladies-là qu'on a vues. Donc là, on vient de voir un peu la structure d'un cours en psychiatrie, mais c'est bien de voir des témoignages sur ces cours-là de vrais malades qui se sont peut-être en sortie ou bien qui sont en voie de guérison. Et là, je vous conseille l'émission Ça commence aujourd'hui. Donc, ça commence aujourd'hui. Écrivez Ça commence aujourd'hui. TDI, trouble dissociatif de l'identité. Ça commence aujourd'hui. Écrivez schizophrénie. Ça commence aujourd'hui. Écrivez trouble bipolaire, la bipolarité. Vous allez vraiment bien comprendre et vous allez aimer la psychiatrie. J'ai adoré l'émission. Voilà, regardez comme ça quand vous avez du temps. Donc, on revient à nos moutons. Donc, cette entité reste une réalité clinique fréquente et invalidante. Donc, l'hystérie, elle est fréquente et elle est invalidante. On va voir pourquoi. Donc, théorie psychanalytique, c'est au fait dû à quoi, si on veut un peu parler d'une théorie, de ce qu'on pense, pourquoi il y a des personnes hystériques, d'autres non. Au fait, il y a des personnes qui ont des conflits psychiques inconscients. Ils ne sont pas conscientes, ok. Retenez bien l'inconscience dans ce cours. Au fait, dans toutes les maladies mentales, il veut pas, tu vois, il veut pas être comme ça, mais il est comme ça. C'est des conflits psychiques inconscients qui s'expriment dans le corps ou bien dans le psychisme lui-même, qui est donc à différencier, quand je dis de inconscient, c'est à différencier de la simulation. Simulation, c'est simuler une maladie. C'est être conscient qu'on n'est pas malade, c'est juste simuler pour avoir des bénéfices en le voulant. C'est en le voulant. Par contre, là, c'est quand on ne le veut pas, on ne le sait pas, mais c'est comme ça qu'on est. Il y a des conflits psychiques à l'intérieur de nous entre le corps et le psychisme. Ce conflit intrapsychique fait que la personne va être hystérique, c'est-à-dire fait que cette personne va avoir un ensemble de symptômes cliniques qui vont être paroxystiques, c'est-à-dire aigus, ou bien qui peuvent être aussi permanents, à expression somatique. Okay, c'est ce conflit qui fait que cette personne aura une expression somatique comme si elle était vraiment malade, c'est comme si elle avait vraiment cette maladie, c'est comme si elle avait vraiment cette idée, c'est comme si elle avait vraiment cette tumeur, tu vois, il n'y a rien aux examens complémentaires et tout, mais l'expression somatique, elle est vraie. Sous-tendu par un moyen de défense particulier contre l'anxiété, c'est la conversion somatique. C'est-à-dire, c'est une personne qui a de l'anxiété, qui a un conflit intrapsychique, qui va se résoudre en faisant cette expression somatique comme si c'est vrai, elle était malade et que elle ressent cette anxiété et c'est cette anxiété qui fait que il y aura une expression vraie, somatique, une clinique un peu, on va dire, vraie, des signes vrais, mais avec des examens paracliniques qui sont faux, mais il y a une clinique et une anxiété. Et un conflit intrapsychique, car elle est anxieuse, car elle veut avoir des bénéfices secondaires, elle veut avoir ce réconfort pour qu'elle réconforte son anxiété. Très bien. Mais retenez que l'hystérique ne fait pas semblant. C'est pas comme celui qui simule. C'est pas de la simulation. L'hystérie, c'est pas de la simulation. Il ne fait pas semblant. Il ne veut pas. Ok. Donc pourquoi on va faire ce cours? Déjà, ça nécessite généralement une hospitalisation. En médecine générale, hospitalisation fréquente. Et aussi, elle est fréquente. 2, c'est un diagnostic d'exclusion. 3, il y a des erreurs de diagnostic fréquentes. Parfois, c'est vrai. Parfois, la personne, elle est vraiment malade, mais nous, on dit qu'elle est hystérique. Et 4, c'est la prudence. Toujours.
prudence. On parle toujours de ne pas passer devant une affection organique qui peut masquer donc une affection somatique débutante. Ok? Donc, il faut vraiment faire tous les examens possibles. Même s'il faut revoir la malade, faut faire tout. Ok, donc c'est, on va parler d'une dystonie neurovégétative. C'est-à-dire, c'est quoi l'hystérie? C'est une dystonie neurovégétative. C'est vraiment, il y a un truc, il y a un conflit intrapsychique. Il y a la DNV, elle fait partie des DNV, des dystonies neurovégétatives. Et là, j'ai dit, s'il faut revoir la malade. Pourquoi? Parce que l'hystérie, généralement, c'est des femmes. C'est à 80%, voire 90% des femmes. Ok, l'étude clinique. Quelles sont les caractéristiques des syndromes conversifs ou bien euh, donc de l'hystérie? Un, c'est l'absence d'organicité. Éliminer tout ce qui est organique. Deux, c'est l'absence de systématisation anatomo-physiologique. Ok, donc l'anatomie, la physiologie, elle est normale. Absence de contrôle volontaire. Il ne s'agit pas de simulation, comme j'ai dit, ici c'est involontaire. La personne ne veut pas. 4, c'est peu d'angoisse. Il y a peu d'angoisse, ce qu'on appelle la belle indifférence. Parce que quelqu'un qui a vraiment les signes qu'elle nous raconte, cette personne-là, c'est hystérique, normalement, il n'aura pas d'indifférence. Il va pas vous dire j'ai mal au cœur et que j'ai une IDM. C'est pas lui qui va vous donner déjà le diagnostic. Et que, c'est-à-dire quand il vous dit j'ai une douleur qui irradie, je sais pas, vers l'épaule, vers le bras gauche et tout, là, il va pas dire ça en étant indifférent. Mais l'hystérique, il va le faire, il va le dire, mais il est indifférent. Tu vois, il est indifférent, mais aussi inconscient. 5, c'est qu'il y a un retentissement fonctionnel. Voilà, elle n'est pas totalement normale. Ok, il y a un retentissement fonctionnel. Et pourquoi elle fait ça? C'est pour avoir des bénéfices secondaires. C'est cet aspect gratifiant. C'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi. C'est que je suis importante. C'est pourquoi il y a des gens hystériques. Peut-être ils ont aussi des blessures durant leur enfance et tout, qui a créé ce conflit intrapsychique et qui a fait qu'il y a cette personne qui est hystérique, qui veut des bénéfices secondaires, qui veut que des gens s'intéressent à elle. Peut-être que quand elle était enfant, sa mère ou son père ne la regardait que quand elle était malade, et du coup, son cerveau, dans son psychisme, elle se dit que je dois être malade pour que des gens s'intéressent à moi. Et du coup, elle devient hystérique. Je sais pas, mais bon, il y a ces bénéfices secondaires dans le jeu qui rentrent en jeu. Et en septième point, c'est que les bénéfices primaires de la maladie existe aussi. C'est-à-dire, il y aura la baisse, l'annulation de la tension anxieuse. Ok, parce qu'elle était anxieuse au départ, et donc il n'y a plus cette anxiété. Et du coup, il y a une belle indifférence parce que il y a plus cette anxiété. Donc, il y a plus de quoi être très attentionné à ces symptômes-là. Et puis aussi, j'ai des bénéfices secondaires. Du coup, tout est bien, tout est bon. Mais pardon, attention, ça reste inconscient et indifférent. Retenez bien que ça reste inconscient et indifférent. Donc, on a déjà fait le cours des personnalités pathologiques et donc il y a une personnalité généralement sous-jacente qui va faire que cette personne peut devenir hystérique. C'est la personnalité hystérique. C'est qui la personnalité hystérique? C'est la prédominance chez la femme. On va parler d'histrionisme, c'est-à-dire il y a un désir de paraître, d'être le centre des regards d'autrui, de plaire aux autres, d'attirer leur attention. Il y a cette volonté de plaire. Il y a cette suggestibilité et cette mythomanie. La suggestibilité, c'est quoi? C'est que elle est réceptive trop facilement. Il y a une soumission trop facile aux influences qui s'exercent sur eux, c'est-à-dire juste quelqu'un lui suggère quelque chose, elle le fait. Il lui suggère une tenue, elle la met. Voilà, trop facile à influencer. Et la mythomanie. La mythomanie, c'est les fabulations et les falsifications des rapports avec autrui. C'est-à-dire, elle a eu un rapport, elle va un peu trop en parler, elle va elle va le raconter comme une fable et il y a trop. Elle rajoute trop, ok?
On a la facticité des affects. C'est l'exagération du mode d'expression des sentiments, c'est la dramatisation, c'est un peu le théâtralisme, c'est qu'elle dramatise tout. On a le mode de pensée imaginaire, c'est surtout, elle vit pas trop dans la réalité, toujours elle est infiltrée de fantaisie, de représentation imaginaire et érotisée. Érotisée, c'est tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Donc là, cette personne, elle va avoir une libido, une sexualité qui est très développée généralement, et on a une réactivité émotionnelle. Elle sera en état d'alerte permanent, d'impulsivité, d'explosion, d'accès de crise classique, d'impulsion suicidaire, autant de réactions possibles. Voilà, elle est émotive. Elle a trop d'émotions. Et on a la dépendance affective. C'est-à-dire, c'est une perte d'autonomie. Généralement, elle dépend des autres. Affectivement, ses sentiments, comment elle se sent, ça dépend d'autrui. Ça dépend de ce que les gens vont lui faire. Si ils sont là attentionnés, ils l'aiment, elle plaît pour tout le monde, donc là, elle est bien. Sinon, s'il y a personne à qui elle plaît, s'il y a personne voilà, qu'elle attire, donc là, elle va pas bien. On a voilà, c'est-à-dire son affection ne dépend pas d'elle-même, de ce qu'elle peut faire à elle-même, mais elle dépend de ce que les autres peuvent faire à elle. Et on a le dérèglement sexuel, c'est-à-dire on a une vie sexuelle qui est profondément troublée, ce qu'on appelle le donjuanisme. Si vous lisez un peu de livres, le donjuanisme, c'est l'homme qui est un peu, on va dire, un coureur de jupons. Euh, si je veux utiliser le terme courant, ou bien chez la femme, ce qu'on appelle le messalinisme. Et donc là, c'est-à-dire, c'est une, on va dire, c'est une femme qui a une sexualité qui est très développée, comme on a dit, elle est dans l'hypersexualité, mais là, il y a un problème, c'est-à-dire, elle est dans l'impuissance, dans la fragilité, dans la perversion, c'est-à-dire, elle ne va jamais aller au bout. Elle est tout le temps dans la séduction, dans le collectionnisme des partenaires, elle met des masques, elle n'est pas vraiment authentique et vraie. Ok, et aussi, c'est-à-dire, cette hypersexualité est aussi masquée par un refus à la fin de sexualité et une inhibition, c'est-à-dire il y a un dérèglement, il y a un peu un dérèglement. Quels sont les symptômes hystériques? Donc, on a des symptômes somatiques, dits de conversion, et on a ceux d'expression psychique. Donc, on commence par les symptômes de conversion hystérique. Donc, ils sont paroxystiques. On peut avoir aussi des manifestations durables, c'est-à-dire c'est un peu aigu. Donc là, des manifestations aiguës, quelles sont ces manifestations? C'est des crises d'agitation psychomotrice avec des décharges émotionnelles théâtrales. Vous pouvez écrire, elles sont rares, vous pouvez écrire sur YouTube la grande crise d'hystérie, crise de Charcot, de l'hystérie. Généralement, on va vous montrer des femmes qui font vraiment des crises d'agitation. C'est comme les danses là de Huntington en neurologie, ça ressemble à ça. On a les crises syncopales, mais là, le CG, il est normal. On peut avoir un évanouissement et tout, tous les signes d'idème, de syndrome coronarien aigu, mais tout est normal, ok? On a des crises à symptomatologie extra-pyramidale, le hoquet, les secousses musculaires, les crises de pleurs, de rire et tout, mais là, l'IRM et tout, tout est normal, ok? On a des crises d'allure convulsive. Euh, on doit les différencier des vraies crises convulsives par leur expressivité, le facteur émotionnel déclenchant, la suggestibilité, l'absence de perte de connaissance, un dialogue qui est possible, un EEG qui est normal et il n'y a pas de perte d'urine aussi. On a les attaques cataleptiques, c'est le sommeil hystérique, c'est des catalepsies. On a les syndromes fonctionnels maintenant durables, c'est les paralysies. C'est-à-dire, il ne peut pas se mettre debout, il ne peut pas marcher. C'est comme ça, c'est des paralysies, des contractions, des spasmes qui sont paradoxales, des torticolis musculaires du cou, des blépharospasmes, des hoquets. On a aussi des anesthésies. Euh, la plus remarquable, c'est la cécité hystérique, c'est-à-dire il ne voit rien, mais un examen qui est normal. Donc vous voyez où peut aller un hystérique.
où peut aller une hystérique avec cette conversion. Et on a des troubles neurovégétatifs, des spasmes qui sont plus fréquents, digestifs, impossibilité d'avaler, des constipations génito-urinaires, des vaginismes, c'est-à-dire une douleur lors de la pénétration, des rétentions urinaires, de l'asthme, des algies, des céphalées, des douleurs musculaires, articulaires et des troubles trophiques, des catalepsies, des diminutions des mécanismes de base, surtout si elle est durable. Donc, vous voyez un peu les symptômes à expression, c'est systématique du corps. Maintenant, on va aller à l'expression psychique. Donc, vous pouvez avoir une amnésie dissociative, ok, c'est-à-dire la personne, elle est incapable de se souvenir d'événements importants dans sa vie. C'est généralement là un mécanisme de défense à un traumatisme. On a les fugues dissociatives. C'est un départ soudain, inattendu, il part. Il va voyager sans bagage. C'est le voyageur sans bagage. On a le trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire des personnalités multiples. Présence de plusieurs identités. Voilà, c'est un peu... c'est à tour de rôle. Et on a l'affaissement mental, c'est la pseudo-dépression psychique sans manifestation somatique, et on a la pseudo-démence hystérique. C'est un peu les réponses à côté. On va lui poser par exemple, où habitez-vous? Elle va vous donner par exemple une marque de voiture. C'est des réponses à côté, c'est l'affaissement mental. Très bien. Comment on fait le diagnostic positif? Vous avez une symptomatologie hystérique caractéristique dont on a parlé, une personnalité hystérique sous-jacente généralement, des troubles de la sexualité, un contexte psychologique, des traumatismes ou autres. Voilà, l'attitude de séduction ou indirectement agressif, bilan somatique normal ainsi que paraclinique normal et la notion de bénéfice secondaire. Très bien. Notre diagnostic différentiel avec l'hypochondriaque. L'hypochondrie, c'est celui qui se croit toujours malade. On a aussi la spasmophilie, c'est l'hyperexcitabilité neuromusculaire. Voilà, l'anxiété généralisée, c'est pas facile de distinguer entre les deux. On a la maladie psychosomatique. On a aussi les états dépressifs majeurs et troubles thymiques. Là, généralement, une anxiété importante. On a les formes pseudo-hystériques de la schizophrénie. Là, il y aura des troubles dissociatifs. Tout ce qui est schizophrénie, c'est les troubles dissociatifs. Et on a la personnalité limite et on a la simulation. Donc là, c'est le diagnostic différentiel un peu, je dirais, le plus important avec l'hystérie. Et là, le symptôme est sous contrôle conscient du patient. Il est conscient. Très bien. Là, il faut voir beaucoup d'hystériques pour faire la différence. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les formes cliniques. On a des formes monosymptomatiques, on a des formes polysymptomatiques. C'est pas important ça. Là, c'est des plaintes somatiques un peu multiples, d'évolution chronique et tout. Bon, comment ça va évoluer? L'évolution, elle est en général de courte durée. Parfois, elle se prolonge à quelques années. Mais la persistance définitive n'est pas rare. Ok. Donc, on pourra avoir des poussées, parfois fixation. Parfois, ça peut évoluer vers une dissociation schizophrénique, c'est ce qu'il faut retenir. Autre complication, on pourra avoir la chronicité, l'handicap chronique, d'autres symptômes névrotiques, par exemple phobique, obsessionnel, hypochondriaque, la iatrogénie, l'abus par rapport aux médicaments, c'est-à-dire les troubles anxieux, l'agoraphobie qui est plus fréquente chez la femme, et les troubles de panique chez l'homme. On a l'abus d'alcool, les conduites toxicomaniques, surtout chez l'homme, et les actes auto-agressifs, c'est-à-dire les TS, les tentatives de suicide. L'agoraphobie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la crainte des lieux publics. Bien sûr, faut pas méconnaître une affection organique, ok. Un examen minutieux, les antécédents, les traits de personnalité, les habitudes toxiques, l'hospitalisation psychiatrique. Il faut toujours examiner le patient seul, ok, non pas accompagné. L'hospitalisation, elle est utile pour modifier l'environnement qui l'entoure. On a la chimiothérapie. Quand on parle de chimiothérapie en psychiatrie, c'est les médicaments, traitements médicamenteux. On va la donner en urgence au moment de la crise. C'est quoi? C'est des anxiolytiques. Attention au risque de dépendance, surtout les benzodiazépines. Le traitement par les antidépresseurs peut être nécessaire en cas de dépression ou bien de troubles de stress post-traumatique.
Et on a bien évidemment le volet de psychothérapie. Il y a plusieurs types. On a la psychothérapie de soutien systématiquement. Donc, on devrait avoir une attitude empathique, ferme et chaleureuse. Ok, on ne doit pas le juger ou bien lui dire que il fait semblant, encore à l'hystérique. Non, on parle pas comme ça. On a les thérapies familiales. Limiter les bénéfices secondaires, on va dire aux intéressés de ne pas le laisser faire l'intéressant, de limiter les bénéfices secondaires, comme ça il n'aura pas les bénéfices secondaires, donc il va se dire que même si je fais ça, ça sert à rien. Inconsciemment, bien sûr, inconsciemment, son cerveau va se dire que même si je fais ça, j'aurai pas les bénéfices secondaires, donc ça sert à rien. Et puis on a les psychanalyses et les réservées aux sujets intelligents et désireux de vraiment, euh, voilà, de vraiment changer un peu, on va dire, c'est aller en profondeur. On a l'hypnose. L'hypnose aussi, c'est très important pour accéder au contenu psychique inconscient, comme on a dit, en intrapsychique. Et on va induire par cette suggestibilité, cette imagination et agir sur la catharsis. C'est-à-dire, on va mobiliser ses affects, on va voilà, on va voir donc la suggestion peut masquer des attentes inconscientes dans le refus de guérir et d'être dépendant. Donc là l'hypnose, c'est pour lui changer carrément son psychisme en intrapsychique et faire en sorte qu'il ne cherche pas ses bénéfices secondaires. On va plutôt programmer son cerveau à être dépendant, à se donner lui-même des bénéfices primaires et secondaires et ne pas attendre les autres pour qu'il lui donne ces bénéfices-là. Voilà, ça c'est un peu le tour à propos du cours de l'hystérie.